1483. Entouré de quelques proches, Louis XI s'éteint le 30 août à Plessis-les-Tours. Les mesures qu'il a prises à l'encontre de l'Église et de la noblesse, comme la lourde fiscalité qu'il a pu pratiquer durant son règne, ont suscité un vif mécontentement qui trouve enfin à s'exprimer. 1494. Le morcellement de l'Italie en état tiraillé par les rivalités suscite la convoitise des grandes puissances européennes. De 1494 à 1559, la France, l'Espagne et l'Empire vont s'affronter pour établir leur domination sur la précieuse péninsule. 1502. Nommé duc de Romagne en 1499, César Borgia veut soumettre les cités italiennes qui ont su sauvegarder une part d'autonomie à l'intérieur des États de l'Église. En 1502, il prend Urbino et Carnerino, justifiant par sa brutalité le surnom de grand criminel que l'histoire lui donnera. 1505. Petit-fils de la milanaise Valentine Visconti, Louis XII règne d'Italie depuis toujours. Il a conquis le Milanais et envoyé à la prison de Loches le duc Ludovic Sforza. Il est maintenant duc de Milan et vient même d'envahir le royaume de Naples avec le soutien de Ferdinand d'Aragon. 1509. Deuxième fils d'Henri VII et d'Élisabeth d'York, Henri VIII est fait roi d'Angleterre à l'âge de 18 ans. Bientôt, il va entrer en guerre contre la France. S'ensuivront 3 années de combat qui ruineront les réserves financières du pays, sagement amassées par son père. 1513. Jean de Médicis a été nommé cardinal à 13 ans. Il en a 38 quand son intelligence, sa diplomatie, ses talents de négociateur et son tempérament accommodant lui valent d'être élu pape sous le nom de Léon X. 1515. Les 13 et 14 septembre 1515, François Ier remporte à Marignan, en Lombardie, une victoire décisive sur les Suisses, alliés à Léon X et au duc de Milan. Sur le champ de bataille, il se fait armer chevalier par le fidèle Bayard. 1520. L'Espagnol Hernán Cortés a débarqué au Mexique en mars 1519. Après avoir fondé Veracruz, il a brûlé ses bateaux et s'est enfoncé dans les terres indiennes jusqu'à Tenochtitlan, l'ancienne Mexico. Sa conquête du pays va prendre un tour sanglant. 1483. Une trentaine d'années après l'invention de la typographie par Gutenberg, paraît le premier livre illustré de la langue française, De la ruine des nobles hommes et femmes, traduit du prosateur italien Boccace, auteur du Décaméron. 1497. En découvrant l'Amérique, l'Europe a découvert la feuille de tabac qui, introduite en Espagne et au Portugal, puis dans l'ensemble de l'ancien continent, connaît un succès sans égal. Inhalée ou sucée, fumée ou consommée en décoction, elle se voit prêter différentes vertus médicinales. 1500. En traversant l'Atlantique Sud à la recherche des Indes orientales, le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral atteint au mois d'avril les côtes du Brésil. Il nomme ce territoire inconnu des Européens Terra de Santa Cruz et en prend possession au nom du roi du Portugal. Après quoi, il explore les côtes du Mozambique. 1506. Originaire de Mélanésie, la canne à sucre part à la conquête du monde. Les Européens en introduisent sur les côtes de l'Afrique occidentale, dans les îles Mascareignes, aux Antilles et sur le continent américain. 1509. Dans un village proche de Laval, naît Ambroise Paré, que l'histoire médicale retiendra comme le fondateur de la chirurgie moderne. Les chirurgiens d'Henri II, de François II, de Charles IX et d'Henri III, il a notamment découvert la ligature des artères. 1512. Mettant à profit les comptes rendus d'une expédition menée à travers le monde, Waldseemüller réalise le premier atlas de géographie moderne, une œuvre qui témoigne des importantes avancées accomplies par la science cartographique. 1518. Apportés du Mexique, quelques spécimens d'une espèce particulière de cochenille vont envahir l'Europe pour le plus grand bonheur des teinturiers. Plongées dans l'eau bouillante, ces petites bêtes offrent la caractéristique de produire un carmin magnifique. 1520. En Amérique centrale, les Espagnols viennent de découvrir le cacao que les Indiens consomment sous de multiples formes. L'Europe va réserver un immense succès à ce nouveau produit que l'on ne goûte pas encore sous forme de tablette. 1483. Au Vatican, la chapelle Sixtine vient d'être terminée.
Construite à la demande du pape Sixte IV, mécène et humaniste qui s'éteindra l'année suivante, elle abrite des fresques de Botticelli, du Pérugin et de Signorelli. 25 années plus tard, Michel-Ange y réalisera certains de ses chefs-d'œuvre. 1492. Le 3 août, Christophe Colomb quitte le port espagnol de Palos de Moguer et s'élance vers l'ouest inconnu. Le 12 octobre, une terre est en vue. C'est San Salvador des Antilles. 15 jours plus tard, Colomb découvre Cuba. Il ouvre ainsi de nouveaux horizons à l'ancien monde qui ignorait jusqu'à l'existence de ce continent. 1503. À Saint-Rémy de Provence naît Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Médecin de Charles IX, il fréquente également la cour de Catherine de Médicis au titre d'astrologue. Ses prophéties, parues à Lyon en 1555, alimenteront jusqu'à nos jours de chaudes discussions entre crédules et incrédules. 1506. L'architecte Bramante se voit confier la direction des chantiers de la basilique Saint-Pierre de Rome, que le pape Jules II souhaite reconstruire. Ces plans monumentaux seront remaniés à sa mort par Raphaël, originaire comme lui d'Urbino, et qui lui doit son entrée à la cour pontificale. 1511. Dans la ville toscane d'Arezzo naît Giorgio Vasari, qui mènera de front une carrière de peintre, d'architecte et d'historien de l'art. On lui doit notamment un précieux ensemble de biographies d'artistes italiens. Parmi celles-ci, une vie de Raphaël qu'il qualifie de Dieu mortel. 1513. Jules II meurt à l'âge de 70 ans, après 10 ans d'un règne qui aura permis à de nombreux artistes de signer quelques-unes des plus brillantes réalisations romaines, du plafond de la chapelle Sixtine qu'il commanda à Michel-Ange, aux fresques vaticanes de son bien-aimé Raphaël. 1518. Gilles Berthelot, président de la Chambre des comptes, receveur général des finances et trésorier de France, entame la construction sur un îlot de l'Indre du château d'Azel-Rideau, l'une des œuvres architecturales les plus caractéristiques de la première Renaissance. 1520. Au cours d'une prédication organisée à Zwickau, le théologien allemand Thomas Müntzer prend fait et cause pour la réforme. Ce disciple de Martin Luther, fondateur du mouvement anabaptiste en Saxe, dirigera la guerre des paysans en 1524 et sera exécuté l'année suivante, 1483. Léonard de Vinci reçoit la commande de la partie centrale d'un triptyque destiné à la confrérie de la Conception. Cette Vierge au rocher, l'une de ses œuvres les plus étranges, lui vaudra un procès de ses commanditaires qu'il estime inachevé et non conforme à ce qu'ils attendaient. 1497. Lorsque le Pérugin réalise cette Vierge à l'enfant Jésus, Raphaël ne travaille pas encore dans l'atelier du maître. Bientôt pourtant, l'élève va intégrer la technique et le style de celui qu'on considère alors comme l'un des plus grands peintres de son temps. 1501. Vittore Carpaccio se lance dans la décoration des Scuole de Venise. À la Scuola di San Giorgio, il réalise une série de toiles relatant l'histoire de Saint Jérôme, celle de Saint Trifone et celle fameuse de Saint Georges combattant le dragon. Thème à partir duquel Raphaël peindra 4 ans plus tard une œuvre d'une toute autre facture. 1506. En signant la Joconde, Léonard de Vinci est sans doute loin d'imaginer la gloire exceptionnelle que ce tableau va connaître à travers le monde et à travers les siècles. Cette Mona Lisa au sourire énigmatique a donné lieu à une multitude de copies et inspiré Raphaël ainsi que de nombreux peintres dans leur pratique du portrait. 1508. Un an avant que Raphaël travaille à la décoration des chambres vaticanes, Michel-Ange s'attelle à celle de la chapelle Sixtine. Les fresques qu'il y exécute, au premier rang desquelles la création d'Adam, comptent parmi les plus puissantes de ses réalisations, œuvre phare de la Renaissance italienne. 1514. L'Allemand Albrecht Dürer, avec lequel Raphaël correspond, grave au burin cette Mélancolie, l'une de ses œuvres les plus célèbres, dans laquelle il exprime les limites de la pensée scientifique et l'un des mots familiers à l'artiste de la Renaissance, le doute, qui le saisit fatalement entre deux phases d'inspiration. 1515-1516. Comme Raphaël, Titien réalise des œuvres pour le pape et pour François Ier. Cette peinture allégorique, que le XVIIIe siècle intitulera « L'amour sacré et l'amour profane », combine des éléments religieux et païens dans un esprit caractéristique de l'humanisme de la Renaissance. 1520.
Le Chinois Beccafumi a étudié Michel-Ange et les fresques de Raphaël. Son goût le porte à s'opposer au classicisme pour s'adonner aux fantaisies du maniérisme. De retour en Toscane, il réalise ce portrait de Tanaquil, épouse de Lucomo, tout en dessinant une série de cartons destinés à la décoration du dôme de Sienne. 1483. Raffaello Santi naît le 6 avril 1483 dans la ville d'Urbino, où se propage la culture humaniste. Son père est un peintre local au savoir-faire certain, sa mère, la fille d'un négociant que Giovanni a épousé 3 ans plus tôt. Le génie du petit Raphaël, élevé dans l'amour des arts, aura tôt fait de se révéler. 1484. Enfant, Raphaël fréquente quotidiennement l'atelier de son père, mais la mort le prive coup sur coup de ses parents. Il a 12 ans et entre en apprentissage chez Timoteo Viti, un jeune peintre d'Urbino. 4 ans plus tard, ce dernier n'a plus rien à lui apprendre et Raphaël le quitte pour Pérouse, où il va intégrer l'atelier du Pérugin. 1500. À 17 ans, Raphaël est déjà cité en tant que maître dans les contrats qui lui sont adressés. Les œuvres qu'il réalise sont fortement influencées par l'art du Pérugin dont il a été le plus brillant élève. Désireux de parfaire sa technique au contact d'artistes qu'il admire, Raphaël décide de s'en rendre à Florence, où travaillent Michel-Ange et le grand Léonard. 1505. Raphaël a 22 ans lorsqu'il s'établit à Florence. Il y étudie l'art de ses meilleurs confrères et se mêle aux discussions enflammées des artistes qui fréquentent son atelier. Mais des commandes affluent, le contraignant à s'absenter fréquemment de Florence pour aller travailler à Assise, Urbino, Sienne et Rome, où il rencontrera la gloire. 1509. L'architecte Bramante, auquel le pape a confié la direction des chantiers de Saint-Pierre, invite Raphaël à Rome. Le jeune artiste abandonne ses travaux en cours et rejoint sans attendre le Vatican, où l'on s'apprête à décorer les anciens appartements de Nicolas V. Jules II confiera la direction des travaux à ce jeune homme de 26 ans. 1512. Raphaël accepte la commande du banquier siennois Agostino Chigi, qui possède une somptueuse villa sur les bords du Tibre. Il y peint une fresque mythologique, puis réalise des plans de sa chapelle funéraire. En 1513, Léon X succède à Jules II et confie la direction des grands travaux du Vatican à Raphaël, en passe de devenir le grand maître de Rome. 1515. La gloire sourit à Raphaël, qui est plus que jamais surchargé de travail. Entre ses activités d'architecte, de conservateur des antiquités romaines, de cartographe et d'organisateur des fêtes romaines, c'est tout juste s'il trouve le temps de peindre quelques chefs-d'œuvre, comme son portrait de Léon X ou Saint-Michel terrassant le démon. 1520. Raphaël a prévu d'épouser la nièce du cardinal Bibbiena au printemps 1520. Un soir de mars, en rentrant d'une promenade dans les ruines de Rome, il est victime d'une forte fièvre. La mort l'emporte une semaine plus tard, le 6 avril, jour de son 37e anniversaire.